Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue dans cette 5e ronde du tournoi mensuel du Viz. Alors aujourd'hui on va voir s'affronter Kellan, tout fraîchement sorti et piloté par Laureline, contre Ezio, je pilote. Étant donné que Laureline et moi étions tous les deux en 3 victoires, 1 défaite, on passait en faisant une I10, qui est donc ce qu'on a fait, donc on joue ce match uniquement pour le fun. Du coup, c'est parti. Alors j'ai gagné le toss, du coup c'est moi qui commence avec un fetch avant de passer le tour. C'est un match-up qui va être assez intéressant parce que Laureline elle joue plutôt Red Deck Queens, donc un deck mono rouge agressif. Moi je joue vraiment 5 couleurs tempo. Donc elle peut vraiment me punir sur des cartes comme Blood Moon, à voir si j'arrive à tourner autour et à les anticiper. Donc elle va proposer une pression qui va être assez importante, surtout au niveau des dommages. Donc voilà, c'est une partie quand même qui va être disputée, je pense. Donc je profite du fin de tour de Laureline pour fetch un Surveillant blanc-noir, histoire d'optimiser au maximum mes ressources, et de filtrer un petit peu ce que je vais piocher. Du coup, c'est une carte, voyons voir, est-ce que je la garde ou pas. Je la garde, je la pioche. Je perds 2 points de vie pour faire arriver un Raveland d'étape. Et pour 2, Bassim. Alors Bassim il est chouette parce que du coup c'est une créature qui va être assez autonome, qui va synergiser, créer du card advantage. Quand je vais jouer des cartes que dans tous les cas, j'en ai vraiment beaucoup en fait des sorts historiques dans mon deck, rien qu'avec les créatures légendaires. Ça me permet de faire par exemple T2 Bassim, T3 je lance Ezio. Mon Bassim il devient imbloquable, ça me fait piocher une carte. Il devient 3-3 en rentrant des points. Donc c'est vraiment une petite menace qui est chouette, même que ce soit pour récupérer Initiative ou Monarque. Vraiment, il coche pas mal de cases, même s'il paye pas forcément de mine. Du coup, je repasse le tour. Auréline, qui, pour 2, joue un Symmetric Gatekeeper. Donc lui, quand il arrive en jeu, il exile une carte d'un cimetière, et on va prendre 2 points à chaque fois qu'on joue un terrain ou qu'on lance une carte de ce type de carte. Donc en l'occurrence, c'est un terrain. Ça veut dire que si je joue un terrain depuis ma main, je prends 2, mais par contre, si je fetch, je ne prendrai pas de blessure supplémentaire. Je décline le trade de la phase d'attaque de Kellan. En fait, je pense que mon Bassim, il faut qu'il fasse du card advantage et qu'il colle des points. Du coup, je joue un terrain, je prends 2. 3 Nadou, ça a l'air de bien prendre le board. Du coup, trigger Bassim, je pioche. Et imbloquable, j'attaque. Et hop, 2 petits points. Il grossit. Je me dis qu'à partir de 4 d'endurance, ça va commencer à être un bloquant qui va vraiment l'embêter. Et Nadou, c'est une très bonne réponse contre son deck, parce que ça a la force à me faire du card advantage. En plus d'être une sorte de mur volant quand même, qui la dissuade d'attaquer. Du coup, voilà. Elle lance une Fury pour détruire Nadou. Me fait piocher Leyline Binding. Ça pourra s'avérer utile par la suite. Du coup, ouais, on se rappelle que c'est un trigger qui est symétrique pour Symmetric Gatekeeper. Donc elle a pris aussi 2 points. Phase d'attaque, je prends 4. Je suis déjà à 9, donc vraiment, on voit que Red Deck Queen, ça met l'aggro assez fort. Et pour 2, c'est Needlehead, Razorkin Needlehead. C'est une 2-2 à l'initiative pendant notre tour et qui, à chaque fois qu'un adversaire pioche, nous fait piocher une carte. Donc là, je suis au début de mon entretien. Je vais venir bolt le Needlehead pour éviter de me prendre un petit point. Hop. Je pioche pour mon tour. Et je me dis, idéalement, il faudrait que je gère aussi le Gatekeeper avant de lander, parce que sinon, je vais pas faire long feu. Donc pour un mana blanc, les Line Binding, comme j'ai les 5 types du domaine. J'exile le Gatekeeper. Là, je vais pouvoir reposer un terrain, potentiellement jouer Bassim, jouer Ezio, trigger Bassim, et ça commence à être des séquences qui me permettent d'avoir une main vraiment remplie. Ouais, c'est un peu embêtant, par contre, je suis obligé de jouer un fetch, donc je vais continuer de me piquer. À voir si je reste sur la défensive ou si je reste vraiment proactif.
d'hésitation. Phase d'attaque à 3. Trigger, Bassim, marqueur +1. J'ai pas encore lancé de sort historique, puisque les enchantements et les éphémères ne le sont pas. Enfin, je passe le tour. Je préfère rester up, parce que là, elle pourrait me lancer une belle crasse qui pourrait venir m'embêter. Et puis, j'ai pas forcément envie de prendre le trade entre Kellan et Ezio. Phase d'attaque à 2. Est-ce que j'ai une réponse? Non. Elle active du coup la capacité d'Ezio, qui lui permet d'exiler la carte du dessus quand il touche. Ça permet vraiment de faire une sorte de card advantage qui est assez précieux pour le deck, qui peut avoir tendance à s'essouffler. Et du coup, bah, en fait, Kellan par rapport à Norin, c'est un véritable up pour le deck, parce que en fait, même en late game, un Kellan qui est relancé va permettre de remonter assez rapidement au niveau de la tempo et du card advantage. Notamment parce qu'on a quand même une 3-2 double init qui peut exiler les deux cartes du dessus à chaque fois qu'elle touche. Enfin, du coup, les deux cartes du dessus au total. Ça permet de générer une tempo qui est assez considérable quand même. Fin de tour, fetch Raveland Tap ou Surveillant. Ouais, plutôt Surveillant, je pense. Ça doit être le bleu-rouge, parce que je joue le blanc-noir et le bleu-rouge. Et le blanc-noir est déjà passé. Il y a toujours ces maudits reflets. En plus, ces vidéos, elles sont... Je ne sais pas pourquoi, en fait, au niveau des réglages, la vidéo est très sombre. J'ai dû, du coup, à l'editing, rehausser la luminosité, mais du coup, ça donne encore plus cet effet de reflet sur les cartes à cause des pochettes. Donc, je ferai de mon mieux pour, lors des prochaines vidéos, essayer de solutionner ce petit problème. Alors, petit moment de réflexion. Pour 4, je joue une Breya, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, quand elle arrive en jeu, elle crée 2 top pairs. Donc là, vraiment, je prends le board. Breya en plus a le bon goût d'être doublement historique. Mais bon, ça fait quand même piocher qu'une seule carte. Je rentre 4 points. Donc là, je me dis, létal prochain tour. Il faut que j'essaye de tanker un maximum. Soit elle me tue à ce tour-ci, soit je peux gagner au prochain tour. En fin de mon tour, elle joue un Tarfire. Ça pourra rajouter un type sur le type Tribal ou Kindred maintenant. Pour les Thermogryphes notamment, ou le Delirium. Je joue une Arena of Glory. Un autre choc, je passe à 2. Il lui manquait un mana pour activer comment ça s'appelle, le terrain où elle doit sacrifier un désert. Ramina Ruins, il me semble. Du coup, je savais qu'elle pouvait pas ce tour-ci. Donc c'est soit elle a son blast en main, soit elle a perdu. Bon, bah du coup, elle avait son blast. J'avais mes contres, mais j'étais obligé de soit développer ma menace, soit de rester up. Mon board n'était pas suffisant pour tanker, enfin à mon sens, n'était pas suffisant pour tanker la pression, donc du coup, il fallait que je me développe. C'était quitte ou double, bon bah écoutez, j'ai perdu, c'est comme ça. Du coup, je commence avec un fetch, je passe mon tour, un Kellan, classique. Alors je fetch soit en réponse, soit après, donc c'est après. Et oui, du coup, je vais chercher un Surveillant. C'est bien pratique cela en tout cas pour combler les petits manas qui nous restent en fin de tour, notamment avec les fetch. C'est vraiment précieux. Force Ringa, c'est pas forcément la carte du match-up. Je préfère des cartes plutôt interactives, que ce soit des contres ou des removals, dans ce genre de situation. Ou effectivement des cartes comme Adjani qui prennent solidement le board. Donc là, en fait, je dis à Laureline, si tu attaques avec Plan, je récupère un Adjani flippé. Donc elle serait techniquement obligée de le blaster en réponse, et moi ça me va très bien de faire du 2 pour 1. Minimum 2 pour 1, et au mieux, bah, c'est un Planeswalker qui peut complètement clôturer la partie à lui seul. Laureline fetch, elle va chercher une montagne de base. Et là, elle a plusieurs choix. J'imagine qu'elle a des blasts en main.
Mais ça peut être aussi une question de timing, d'attendre par exemple que je bloque avec mon chaton, et de tuer Adjani en réponse, mais du coup elle perd quand même son Kellan, ou si elle a une pyrokinésis de tuer les deux. Donc elle choisit Incendiary Flow, qui colle 3 et qui exile la créature devrait être détruite de cette façon. Elle aurait pu détruire le chat, et faire en sorte que je ne prenne pas, enfin je ne flippe pas Adjani, qu'il est exilé, il ne meurt pas. Donc elle attaque, j'accepte le trade, on repart sur une table rase, et ça me va très bien. Parce que techniquement, j'ai plus de powerplay dans mon deck, comme par exemple Raffine, une 1-4 vol Ward 1 qui va grossir et faire grossir tout mon board. C'est mine de rien un sacré mur, surtout si elle cherche à passer par le board. Du coup, pour 3, Laureline propose un Seasoned Pyromancer. Ça va lui permettre de filtrer un petit peu sa main et de virer notamment Baumet Courir, ça fait plus grand chose à ce stade de la partie. Et c'est Ren's Resolve. Donc là, elle cherche de quoi détruire Raffine pour éviter que je fasse trop de card advantage, enfin de quality advantage techniquement, parce que je pioche pas vraiment de cartes. Moi, je suis un petit peu embêté avec ma mana confluence, qui me ping de pas mal de petits points tour après tour. Donc il faut que j'essaye de limiter un peu l'usage de ce terrain-là. Je commence par creuser, voilà, j'attaque, nive, discard. Ça se trouve, je pioche un effet de réanimation ou alors je pioche un gros ton à réanimer. Voilà, donc typiquement Chaos Defiler, il attend que ça. Et du coup, je tape à 2 au vol. Sur Land. Je choisis de le faire après avoir attaqué pour creuser de supplémentaires dans ma bibliothèque plutôt que de savoir. Et là, petit bug technique, j'ai lancé une flash et la caméra a pas dû apprécier. Et du coup, en fait, ça m'a complètement fait bugger un petit passage, donc on revient directement après, voilà. J'ai résolu ma flash et j'ai lancé un pyroglyphe. On a eu Laureline qui a repris son tour, qui a joué un mute caveau. Elle a payé 3 pour morph une créature, alors je sais plus exactement quel est le terme, mais c'est l'équivalent de morph, et ça donne déguisement. Ça donne la ward 2 également. C'est le petit gobelin euh, de Karlov's Manor. Du coup, phase d'attaque, trigger connive sur Raffine, je pioche 2, je défausse 2. Laureline est prête à se jeter sous le pyroglyphe. Du coup, en plus ça me permet de remplir mon cimetière pour relancer Flash par la suite. Du coup, il y a 5 points en vol et 4 points en piéton. 5. Il me semble que Laureline n'a pas assez d'éphémèse rituel pour flipper son petit gobelin qui lui permettrait de se défausser de sa main et de repêcher 3 cartes, si je dis pas de bêtises. Du coup, elle décide de bloquer avec cette créature-là. Là, on se demande, en fait, la créature, elle meurt en étant face cachée. Est-ce qu'elle est révélée ou pas? La réponse est oui. Du coup, le judge nous a confirmé. Et c'était effectivement Fugitive Codebreaker. Du coup, c'est Disguise la capacité. Du coup, donc je fetch un Polluted Delta. Je vais chercher une Volcanic Island. Là, en fait, il fallait que je récupère mon deuxième rouge, donc sans utiliser ma confluence de mana. Double blanc, double rouge. Ça ne veut dire qu'une chose, c'est flash en escape. En plus, avec la capa de connive de Raffine, ça me remplit mon cimetière, c'est merveilleux. J'exile 5 cartes. Et ça me remettrait théoriquement à 14 points de vie. Et alors là, j'aurais un solide matelas, en plus d'avoir 3 beaux pâtés on board.
Oula, Laureline se précipite sur ses manas, elle a très probablement une réponse. Skullcrack, excellente réponse au trigger de Flash. Je peux pas gagner de points de vie, au lieu d'en gagner 3, bah du coup, j'en perds 3. Donc étant donné qu'elle me fait ça sur la pile, c'est logiquement, elle aurait pu attendre que j'annonce ma cible. Mais elle le fait en réponse, et du coup, je blast un de ses jetons pour retirer un bloqueur. Puisque je sais que mes créatures ont plus que 3 de force. Là, dans tous les cas, c'est soit elle a une Vrasse, mais Red Dead Queens n'en joue pas. Soit j'arrive à tanker le tour, et voilà, c'est donc la phase d'attaque. Elle essaye de forcer le passage. Moi, je bloque assez logiquement le mut caveau. Je prends un point. Pour un, du coup, elle peut jouer pour le coup de spectacle un Light Up the Stage. Et là, elle espère bien trouver ses 7 points, probablement Fire Blast et que sais-je. Malheureusement, c'est pas le cas. Fire et un terrain, si je dis pas de bêtises. Du coup, Tarfire, moi je serais ravi qu'elle le lance. Ça me rajouterait un point sur mon Pyroglyph. Elle relance Kellan, sauf qu'en fait, à la phase d'attaque, capacité de flash, je vire ton bloquant. Je fais quand même, je fais quand même une solitude histoire de bourrer au max. Mais du coup, effectivement, là, c'en était trop le genre d'aggro, la joueuse. Du coup, c'est parti pour la 3. C'est quand même chouette d'avoir des partenaires. Oui, d'accord. Directement, Mental Misstep. Je pense que c'est pour ça que j'avais gardé ma main. Mental Misstep sur Kellan T1. Ça fait des parties qui sont quand même assez intéressantes, je trouve, puisque s'il y avait une barre d'avantage, en fait, si on pouvait visualiser ça, elle ferait vraiment gauche-droite en permanence. Parce que chacun a sa façon de prendre l'avantage, mais généralement cette façon assez significative. Du coup, pour 2, Laureline nous lance H Zélote, qui va venir punir les sorts lancés des cimetières. Moi je dis, ouais, flemme, Source to Plowshares, je te donne 2 PV, mais j'ai pas envie de prendre des points. Du coup, je résous mon petit fetch pour aller chercher probablement un plateau ou savannah, en fonction de ce que j'ai dans la main. Plateau. Du coup, je vais reprendre mon tour. Là, je suis pas mal. J'ai contré et j'ai géré les 2 premiers tours. Pour le coup, je suis à 17, elle est à 22, donc il y a quand même un delta de 5 points. J'ai pioché un Logic Note. Non, pas un Logic Note, une Mana Leak. Non, c'est pas ça. Memory Lapse, je vais y arriver. Ok, donc je décide quand même d'être proactif. Donc je pose un KVU qui est de 2. Pas terrible. Mais il peut passer 4 le tour d'après. Là, il y a. C'est là, c'est dommage. Alors ça, ce qu'elle exile, Laureline, c'est la petite souris de Duskmound. Non, c'est une des récentes extensions, là. C'est une petite créature qui a la célérité prouesse, il me semble. Et quand elle est ciblée pour la première fois de notre tour, on peut exiler la carte du dessus pour la rejouer. Alors là, il me semble que j'ai pas mon troisième mana. Du coup, je suis obligé de faire une petite en rituel, et c'est vraiment la fin du monde. Et je vais chercher du coup un terrain, un fetch, parce que j'ai pas envie de perdre de points de vie, qui soit dans 2 autres couleurs, donc bleu, noir ou vert, typiquement. Bayou, ça coche ces cases-là. Je décide de le prendre. C'est quand même un peu la tristesse. Du coup, je deviens 4-4. Je vais pouvoir trade avec Laelia qui réattaque. Je décide quand même de rentrer en phase d'attaque. Non, j'hésite. Ah non, je veux rentrer en phase d'attaque. Et là, Pyrokinésis. Du coup, c'est assez embêtant. Je passe mon tour. Là, c'est Boulevard. Ça se trouve, elle a même 10 points à rentrer dans sa main. Alors,
Au début, elle pose un terrain, mais finalement, elle revient en arrière. Elle peut, comme elle n'a pas joué de sort ou fait d'activité de capacité entre les deux. Parce que si jamais elle a un terrain sur le dessus de sa bibliothèque, elle préférera très probablement le jouer plutôt que d'utiliser le fetch qui est dans sa main. Donc finalement, c'est pas le cas. Pour 2, elle joue la Needlehead. Entretien, phase de pioche, trigger Needlehead, je prends 1. Ah, je suis vraiment pas frais là. En plus, pioche un terrain, super, c'est une mana confluence. Là, va falloir des créatures avec le lien de vie. Pour mana, Reanimate sur Kavu. Évidemment, elle a joué une Pyrokinésie, elle n'a pas joué une Fury, qui aurait été pourquoi pas une bonne cible à réanimer. Que se mettre 5 points dans la tête, c'était pas forcément le meilleur plan. Du coup, je repose mon petit plot et je vois comment je peux faire. Phase d'attaque. Fiery Confluence. Donc là, elle est là avec ses 4 mana, elle me regarde et elle me dit bon bah du coup j'ai gagné. Je fais attends, je joue bleu, j'ai 3 mana up, je peux avoir des interactions. Là, je décide de bloquer l'Aelia parce que sinon, avec n'importe quel blast derrière, je suis mort. Je sais pas si c'était une erreur, parce que j'aurais dû péter le Needlehead. Du coup, elle fetch pour aller chercher son 4ème mana. Assez logiquement, elle lance Fiery en annonçant tu prends 6. Je lui fais est-ce que tu peux payer 5 de plus? De plus? Non. Ben, dans ce cas, j'ai le droit de vivre un tour de plus. Du coup, je pioche, je perds 1, et là, va falloir être vachement convaincant. Johnny, ça prend bien le board. Du coup, je suis obligé de me piquer de 1 pour poser un Ezio en plus. Je sais pas si c'était une erreur. J'aurais peut-être dû rester up parce qu'en plus, il me semble que il me restait une carte en plus. Steering Blaze. Techniquement, elle propose le létal. Bah en fait non. Donc ok, je comprends mieux pourquoi je l'ai gardé parce que j'ai Force of Negation d'active. Du coup, je suis à 3. Mais vu qu'elle prend du temps à réfléchir, j'imagine qu'elle a pas de Blast Face directement. Et elle a pas forcément envie d'attaquer, mais en même temps, si elle attaque avec la Elia, elle va avoir un shot supplémentaire à regarder la carte du dessus. Ça se trouve, c'est juste un blast éphémère et bonsoir. Donc il y a quand même un petit moment de réflexion. Je s'attendait vraiment à, comme j'étais full tap, à clôturer la partie tout de suite. Du coup, c'est ça. Phase d'attaque. Un petit coyote qui donne plus 1, je crois, et célérité quand il arrive en jeu, qui peut être plot pour 2. Du coup, sur cette phase d'attaque, je suis un peu embêté parce que la Laelia, il me semble qu'elle est déjà à 6. Voilà, c'est ça. Laelia, elle est à 6. Ça veut dire qu'il faut que j'envoie mes 3 créatures, mais du coup, je perds mon Adjani. Donc, je réfléchis pas mal à comment est-ce que je peux essayer d'embarquer une ou plusieurs bêtes, sauf qu'en fait, le Needlehead, il a l'initiative pendant le tour, donc du coup, ça m'emmerde encore plus. Je suis obligé de jumper comme pas possible. Du coup, trigger Adjani, flip. Là, il faut absolument que je pioche un permanent rouge pour venir coller des blessures, parce que sinon, je vais pas tenir longtemps. Donc on est toujours en fin de tour de Laureline. Elle ne peut pas plot le coyote, parce que plot, c'est spécifiquement depuis la main qu'on le lance. Du coup, elle est obligée de le lancer tel quel. Elle paye 1, elle joue un Grim Lavamancer, et alors là, il me faut du board et une gestion à Grim. Il va falloir être convaincant.
je fais un 0. Et là, j'ai un Barogov qui arrive un tour trop tard. Du coup, je fais comme je peux, sauf qu'en fait, au début du tour de Laureline, elle a juste qu'à activer son Grim Lavamancer. J'ai plus de main, j'ai plus de board, du coup, je l'ai perdu. Donc bien joué à elle d'avoir remporté ce match. Mais comme je vous avais dit au début, en fait, on avait Heidi, on avait décidé d'Heidi, d'où parfois les plays un petit peu agressifs ou l'équipe de main, ou par exemple celle de la 3, j'aurais pas forcément dû la garder. Elle, c'était plutôt la 2 qui était un peu molle. Du coup, on est tous les deux qualifiés en top 8. Il me semble que je suis 5e, elle est 7e. Donc du coup, je vais affronter le 4e des rondes, à savoir François qui joue Marchesa.